Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Clara. Bonjour Christian. Nous sommes très heureux d'être devant vous là pour vous présenter cette table ronde qui, je pense, est assez exceptionnelle comme tout d'ailleurs. Celle-là va vous donner un certain ton de la journée, voir un peu quelles sont les urgences de notre planète et quels changements possibles pour l'intérêt de tous peuvent émerger. Ça va être un peu le centre de notre discussion. Et pour aborder cette question, nous allons avoir des intervenants assez remarquables qui ont côtoyé les limites de tous les extrêmes, des fois du genre humain, voire de l'univers. L'infiniment froid avec l'espace, vous le verrez dans quelques instants. L'infiniment petit avec le monde des atomes, ça c'est juste au même moment. Et puis aussi l'infiniment froid, je pense que quand on traverse les pôles, qu'on côtoie les moins 50 degrés, on a quelques idées sur la notion de survie et d'expérience. Et puis l'infiniment technique et peut-être le plus important aussi, enfin l'un des plus importants, l'infiniment humain. Donc pour accueillir nos intervenants, je vous propose de commencer par Laurence Delaferrière, l'infiniment froid, première femme et seule femme à avoir traversé en solitaire l'Antarctique, à avoir côtoyé ces températures extrêmes, négativement extrêmes, on disait par mon pas loin de moins 50, si vous voulez prendre place, Laurence. Derrière, je dirais, Isabelle Deveau-Béchon. Isabelle, c'est l'espace, c'est l'Agence spatiale européenne, et c'est peut-être déjà quelques solutions techniques issues de l'expérience de l'espace pour les problèmes humains d'aujourd'hui. Donc, une certaine manière de voir aussi la gouvernance. Merci Isabelle. Partagez le micro. Du spatial à la Terre, j'appelle maintenant Éric Julien, géographe et consultant, président de l'association Chenduka, qui vise à restituer notamment la terre, les terres ancestrales à ce peuple indien de Colombie, les Kogi, dont vous nous parlerez plus amplement. Merci beaucoup. J'appelle également monsieur Hervé Pillot, agriculteur, éleveur, je dirais le plus connecté de France, membre du Conseil national du numérique, président délégué de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire également. Merci beaucoup. Pour terminer, nous recevons Michel Classon, journaliste scientifique spécialiste de l'infiniment petit et de la fission nucléaire dans un vaste projet, peut-être le plus grand du genre humain actuellement, qu'on appelle ITER, et qui nous proposera, même si ce n'est pas pour tout de suite, quelques solutions d'avenir, notamment sur l'énergie. Merci Michel, allez-y, prenez place. Alors face à ces urgences de la planète, pour commencer, eh bien, nous avons une grande invitée qui est peut-être la première Française, à avoir peut-être observé la Terre du plus loin qui soit, puisque c'est de l'espace. Claudie Aigneret, première femme à avoir fait 2 missions dans l'espace avec Mir et avec la station spatiale, a été l'une des femmes qui a pu, à 20 ans ou 15 ans de distance, voir un peu comment avait évolué la Terre vue de l'espace. Je vous propose de l'écouter. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre 2 missions spatiales et de faire partie de ces 570 privilégiés qui avons vu la Terre depuis l'orbite à 400 km de distance. Alors c'est sans doute parler de ce regard à travers le hublot qui est quelque chose de très fort et que j'essaie de partager avec les plus petits comme les plus grands. D'ailleurs, depuis le hublot de la station spatiale, on voit, je vous l'ai dit, cette planète magnifique, mais isolée et vulnérable. Vulnérable parce qu'on y voit, par exemple, les catastrophes naturelles. On voit les cyclones, on voit les volcans, on voit les impacts des météorites. On voit aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est une répartition très très dense des populations sur les côtes. Et quand on parle de changement climatique, d'augmentation du niveau de la mer, on se dit que voilà, toute cette urbanisation en périphérie sur les côtes, c'est un sujet. Et on voit bien sûr la vie humaine, mais aussi les activités humaines qui peuvent être préjudiciables et destructrices par rapport à la planète, que ce soit la progression de la déforestation, que ce soit des pollutions dans la mer, des dégazages, tout ça, ce sont des choses qu'on voit depuis l'espace. Donc effectivement, on a cette sensibilité et ce regard, je dirais peut-être un petit peu éco-protecteur par rapport à la planète Terre. Et voilà, c'est vraiment des éléments avec lesquels on revient, mais je dirais que peut-être encore plus fort, pour aller dans le sens de la transmission que vous évoquiez tout à l'heure,
Je crois que la préoccupation, elle est de savoir quelle humanité on va laisser à notre planète. Et pas obligatoirement quelle planète on va laisser à qui. Voilà, alors de la solitude de l'espace à celle peut-être de la traversée d'un pôle excessivement froid, l'Antarctique avec vous, Laurence, on l'a dit, vous êtes la première femme et la seule femme à avoir aujourd'hui traversé dans sa totalité en solitaire ce pôle antarctique, à avoir côtoyé non seulement la solitude dans cet espace un peu virginal, mais en même temps les grands froids, voir peut-être aussi quelles sont déjà les traces que nous avons du genre humain, s'il y en a dans cette partie, et peut-être aussi les conséquences. Parmi vos autres exploits, bien sûr, vous avez aussi des records du monde en montagne à plus de 8700 mètres. Et puis, vous avez aussi traversé, ça c'est intéressant, l'arc alpin de l'Autriche jusqu'à la Méditerranée. La montagne est aussi, et on l'a vu, un système, en tout cas un endroit fragile concernant l'environnement, donc, mais par contre énormément peuplé. Donc vous avez finalement une expérience assez extrême de toutes ces situations. Alors finalement, quelle expérience et quel regard portez-vous sur notre planète après tout ce que vous avez vécu? Je vais d'abord parler du regard que j'ai porté à travers ce que j'ai vécu. Parce que quand j'ai commencé à grimper dans les Alpes et ensuite dans l'Himalaya, ça a été une révélation. J'ai découvert que, en fait, toute l'essence de mon existence pouvait s'épanouir dans cet environnement avec lequel j'avais un contact très intime et très fusionnel. Et j'ai découvert qu'au fur et à mesure de mes expéditions, dans ce contact, dans ce dialogue permanent avec le vent, avec le froid, avec la glace, j'avais les moyens d'exprimer des forces et des capacités que je n'avais pas dans la vie de tous les jours. Et de fil en aiguille, d'expédition en expédition, et en particulier en traversant l'Antarctique, qui est le plus grand désert du monde, en fait, c'est une sorte d'immense miroir qui vous renvoie une vérité à laquelle vous ne pouvez pas échapper et dont vous n'avez pas forcément confiance dans le monde habituel qu'on a l'habitude de côtoyer, parce qu'il y a tout un tas d'interactions, de filtres, de nécessités, de devoirs, et que finalement, on en arrive à oublier ce qu'est l'essentiel d'un homme avec un grand H, qui est de trouver cette espèce d'équilibre improbable entre la nécessité de vivre, de survivre, de construire, et en même temps de trouver un équilibre et une paix et un respect dans cette nature qui vous entoure, qui vous accepte. Et dans le fond, ce qui est le plus important pour moi, ce qui a été le plus important pour moi, a été non pas de m'imposer, mais de trouver les moyens et les ressources pour me faire accepter. Est-ce que justement, ce n'est pas la principale leçon, c'est-à-dire finalement faire avec son environnement, on en fait partie, quoi qu'il arrive, on est obligé de composer, et est-ce que c'est une acceptation réciproque, ou il y en a un qui doit dominer l'autre? Non, je pense qu'il ne faut pas avoir de sens de la domination. Je pense que c'est d'essayer de donner chacun le meilleur de soi. Moi, j'ai essayé de donner le meilleur de moi. Et quand j'ai commencé à donner le meilleur de moi, la nature m'a renvoyé le meilleur également. Et ensemble, on a avancé. Pour vous donner juste un petit exemple, donc la dernière expédition, j'avais 3000 mètres à parcourir en moins de 3 mois, parce que c'est le créneau d'été austral qui me permettait de sortir du continent à temps. Pour aller suffisamment vite, j'avais des voiles de kite et j'ai pu utiliser le vent. Au départ, le vent, pour moi, c'était un ennemi. Il me fouettait, il renforçait le froid. J'avais l'impression que j'allais jamais supporter les moins 50, les moins 60. Et en fin de compte, quand j'ai commencé à gonfler ma voile avec le vent, à ce moment-là, je suis allée avec le vent et j'ai eu le sentiment que mon ennemi devenait mon meilleur allié, et je suis allée beaucoup plus vite, et finalement, c'est grâce à lui que j'ai atteint mon objectif. Donc en fait... c'est vraiment cette espèce de symbiose avec la nature, moi, qui m'a permis de me dépasser. Autre expérience intéressante, on l'a dit tout à l'heure, c'était cette expérience que vous avez eue dans les Alpes, un environnement fragile, une population avec des cultures différentes de l'Autriche jusqu'à la Méditerranée. Est-ce qu'il y a un trait commun dans ces Alpes ou pas? Le trait commun, c'est l'arc alpin. Et c'est cette chance extraordinaire que j'ai eue de passer 100 jours à traverser cet arc, donc effectivement depuis l'Autriche, en passant par la Suisse, l'Italie et la France. Et c'est vrai que je suis partie là-bas pour témoigner.
j'ai travaillé avec un sponsor qui m'a donné pour obligation ou comme mission de témoigner de ce que je voyais. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai allié mes compétences en tant qu'alpiniste et skieuse pour essayer de voir depuis là-haut, depuis ces montagnes, depuis l'école, depuis les villages, ce qui se passait. Quand je suis partie de l'Autriche, j'ai été remarquablement impressionnée par ce respect naturel que j'ai senti à travers tous les espaces que j'ai parcourus, que ce soit la montagne, les villages, les gens. J'ai vraiment senti quelque chose de très serein, de très équilibré, de très respectueux. Et au fur et à mesure que j'ai traversé, que j'ai avancé, la Suisse était encore assez remarquable dans ce sens. Et les choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à aborder l'Italie et malheureusement surtout la France. Alors, ce que j'ai vu, on est tous responsables de ce qui se passe, hein, donc j'ai témoigné et après j'ai essayé de communiquer et de faire en sorte que l'on participe au nettoyage de la montagne. Mais c'est vrai que les refuges en France sont souvent des poubelles, en particulier après l'hiver, mais ce qu'on ne trouve pas en Autriche. Donc c'est possible de repartir avec ces emballages, avec ces déchets. Et je pense que ça, c'est vraiment une histoire de culture, d'éducation. Et finalement, tous les témoignages, toutes les actions que l'on peut mener participent à une évolution. Et même si ça ne marche pas immédiatement, ça ancre des choses dans les esprits. Et je pense que les prochaines générations seront beaucoup plus conscientes et beaucoup plus responsables de ce que l'on a pu être jusqu'à présent. J'imagine que la protection de la montagne, c'est aussi quelque chose qui vous parle, Éric, en tant que guide de haute montagne. Et notamment, vous avez, dans le cadre de votre profession, vécu aussi une expérience humaine unique et très forte. Je pense notamment à votre voyage en Colombie et à votre rencontre avec ce peuple indien, les Kogi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous les avez rencontrés et de quelle manière cette rencontre a un petit peu bouleversé le reste de votre existence? Merci. Et merci à vous. Je pense que l'histoire des individus se trouve, enfin en tout cas la trace, le chemin des personnes se trouve dans leur histoire. Quand j'avais 15-20 ans, j'avais une maladie de peau et j'avais du mal à ce que les autres me regardent, et encore plus les filles. Donc je me suis lancé dans des activités extrêmes. Ce qui est extrême, pas de trouver sa place. Notre société ne produit plus de rituels pour ces jeunes, pour qu'ils trouvent leur place, donc je me suis inventé mes rituels, ce qui est extrême, etc. Et donc montagne. Et c'est ce qui m'a emmené vers la Colombie, la Sierra de Santa Marta, qui est la plus haute montagne du monde en bordure de mer, et l'envie d'aller en haut, voir la mer des Caraïbes qui est en bas. J'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Il n'y a pas de douleur physique, mais juste on ne peut plus se mettre debout, et si l'œdème n'est pas rapidement traité en descendant et en perdant de l'altitude, on peut mourir. Et j'ai eu la chance que des Indiens, des archaïques, des primitifs, des sous-développés, enfin les qualificatifs qu'on leur donne sont intéressants, aient eu la gentillesse de s'occuper de moi, malgré 500 ans d'histoire pas très sympathique. Et c'est un papa et ses fils qui m'ont sauvé. Et je leur ai demandé, quand ils m'ont soigné, que j'étais redescendu en bas, finalement, pourquoi vous avez consacré du temps à vous occuper de moi? Le papa m'a regardé très sérieusement en disant, parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelle dans nos montagnes. Et là, je me suis dit, c'est un peuple qui a beaucoup d'humour et j'ai bien aimé ça. Merci beaucoup. Et ensuite, est-ce que votre rencontre avec eux ont façonné un petit peu, ont changé votre perspective des choses, de l'avenir? Comment vous avez essayé de les aider? Il me semble que vous avez monté une association, c'est bien ça? Alors, deux choses, effectivement, quand ils m'ont sauvé la vie. J'ai découvert qu'en état de grande vulnérabilité, on est dépendant des autres et que l'autre devient précieux, quel qu'il soit, où qu'on le soit. Je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Comme beaucoup de sociétés de cette nature à travers le monde, René Char les appelait les invisibles, ceux qu'on ne voit pas. Ils sont soumis à des déséquilibres, dysfonctionnements de notre modernité, on va dire ça comme ça. Ils ont perdu 80% de leur terre en 40 ans. Donc je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Ils me disent, si tu veux vraiment nous remercier, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. J'étais jeune et gentil, j'ai dit pas de problème, je m'en occupe. Ça fait 33 ans que ça dure, on a restitué et rendu 2000 hectares de terre, sur lesquels 1500 hectares de terre, de forêt ont été régénérés, des villages se construisent, des enfants naissent. Dans cette toute petite partie de la Colombie, un petit peu d'espoir a ressurgi. Quant à savoir ce que ça a changé chez moi, une chose, c'est que nos sociétés modernes, et on parle de gouvernance, construisent et élaborent un système de pensée et d'agir fait par les hommes, au service des hommes, qui les changent quand ça les arrange. Ces sociétés-là vivent en respectant les principes de vie qui font que vous êtes là aujourd'hui.
la respiration, le système, le sens, voilà, qu'on porte en nous. Ils ne comprennent pas pourquoi on met tant d'énergie pour changer des choses qui nous arrangent quand ça nous chante, et pourquoi on ne respecte pas les principes qui permettent à la vie d'advenir. Donc je me suis intéressé à voir comment finalement on pouvait répondre à la phrase de Michel Serres: nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, mais nous l'avons oublié. Comment remettre le monde et la nature dans notre pensée? Merci. De la Colombie à la Vendée, Hervé. J'imagine aussi qu'en tant qu'agriculteur, vous avez un rapport aussi particulier à cette terre. Alors, je suis un peu novice, mais j'imagine à la fois nourricière et en même temps, vous êtes soumis à ces aléas. Quel témoignage vous pouvez nous livrer à travers votre métier, votre expérience justement du rapport à cette terre et comment l'agriculture se place dedans? Bonjour. Je pense que c'est en relation avec les deux interventions précédentes, quel que soit l'endroit où on est, il faut beaucoup d'humilité face à la terre. Quand j'avais à peine 20 ans, il y a longtemps, au début, je me suis engagé dans les organisations professionnelles et j'avais rencontré un agriculteur qui avait à peu près mon âge maintenant. Il m'a dit, tu sais, j'ai 60 ans, je suis encore apprenti. Dans notre métier, on est apprenti toute notre vie. J'ai pu le vérifier depuis 40 ans. Et que c'était une réalité. Donc, beaucoup de gens ont une idée sur la terre, de ce qu'on doit en faire, ce que nous, agriculteurs, on doit en faire. Je pense que chaque matin, je me lève, moi, j'ai vu quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je lui faisais du mal, elle me le rendait au centuple. Mais des fois, j'étais obligé de lui faire du mal, parce que j'avais pas le choix. Ça, il faut l'intégrer. Mais effectivement, si on lui donne le meilleur de nous-mêmes, elle nous donne le meilleur de ce qu'elle peut nous donner. Si on sait comprendre des éléments, on saura, je pense, en tirer le meilleur. Il faut beaucoup d'observation, beaucoup de travail. Je pense qu'on va rentrer dans une période assez extraordinaire où on va pouvoir agréger tous ces moyens. Le numérique, j'ai entendu tout à l'heure, va nous aider beaucoup là-dessus pour pouvoir tirer la quintessence de ce que la Terre peut nous donner en la respectant. Alors, j'entends aussi qu'on peut la détruire. Ça, j'y crois pas une seconde. Elle peut nous détruire, elle peut nous mettre à la porte. Mais elle saura toujours, elle, s'en sortir pour se régénérer par elle-même. Et pour se régénérer, il y a peut-être effectivement des solutions d'avenir qui sont dans les mains de au moins une trentaine de pays, si ce n'est plus. Michel Cassin, vous travaillez à la Commission européenne, et donc sur cet extraordinaire projet ITER, dont nous parlerons peut-être un peu plus tard, mais qui est l'un des plus grands projets du genre humain actuellement, qui cherche à trouver des sources d'énergie par la fusion nucléaire. Mais pour chercher une solution, fallait-il qu'il y ait un problème? Alors vous, quel est un peu le constat que vous portez sur les problèmes d'énergie dont on parle alors qu'ils sont dans le quotidien, dans l'actualité, notamment en France, puisque je crois que même aujourd'hui, le président a dû sortir une loi sur la nouvelle commission à l'énergie en France. Donc vous, en tant que scientifique, journaliste aussi, en tant que responsable au niveau européen de ce projet, que tirez-vous et quelles leçons tirez-vous de ce qui se passe actuellement? Oui, donc je travaille sur ce projet ITER, ce qui est un projet époustouflant puisque 35 pays travaillent ensemble et construisent une machine révolutionnaire, pilotent une expérience mondiale en fait, qui vise à mettre au point une nouvelle source d'énergie. Donc on est dans la problématique qu'on a abordée ce matin. On sait très bien qu'on doit trouver une autre relation face aux ressources naturelles, face à l'énergie, l'utiliser de façon plus rationnelle aussi. Alors les solutions, il y a des solutions techniques, et le projet ITER vise à proposer une nouvelle solution technique. On est bien conscient aussi qu'une partie de la réponse viendra de nos comportements, de notre manière de voir, de manière de se comporter. Ce projet, donc, vise à reproduire sur Terre ce qui se passe dans les étoiles et le Soleil. En gros, c'est le cas de le dire, c'est faire fusionner de l'hydrogène de manière contrôlée. Pour cela, on doit chauffer un gaz à 150 millions de degrés. Bon, c'est beaucoup. Et donc, on ne peut pas contenir cela dans un récipient normal. Donc, vous imaginez cette salle, parce que le réacteur ITER aura à peu près le même volume que cette salle.
Donc quand il fonctionnera, les techniciens vont faire le vide le plus poussé, donc ils vont aspirer tout l'air et toutes les impuretés. On va descendre à 1 milliardième d'atmosphère, donc pour vous dire. Et puis on va injecter 1 gramme d'hydrogène. C'est très peu. On va le chauffer à 150 millions de degrés, donc 1 gramme dans cet espace. Et ça va libérer, on l'espère, 500 mégawatts d'énergie, donc de quoi alimenter une ville quand même assez importante. Simplement, pour contenir ce gaz à 150 millions de degrés, il y aura une trentaine de très gros aimants autour de la salle pour créer une bouteille magnétique et empêcher les particules de toucher les murs. Alors, Michel, juste avant, vous avez été un peu plus loin, mais le constat, c'est que surtout les énergies fossiles, et notamment si on prend le pétrole, vont disparaître. Il n'y a pas une durée de vie, je dirais presque à l'échelle humaine. L'énergie fossile, il n'y en a plus pour très longtemps, et c'est l'urgence de la situation, en fait. Oui, donc, mais on le sait bien, je pense, et j'avais préparé un graphique. Il est là, derrière vous. Ah ben voilà. Donc, il y a différentes manières d'illustrer cette problématique de l'énergie, mais celui-là est assez impressionnant, je trouve, car il montre que dans l'histoire récente de l'humanité, nous aurons épuisé tout le pétrole en moins de 200 ans, alors que la nature aura mis des millions et des millions d'années à le produire. Merci. On a déjà du coup un petit peu mis le pied dans les solutions et les projets d'avenir. Restons là-dessus. On va essayer de voir un peu dans un deuxième temps comment ces expériences que vous avez pu vivre ont transformé et façonné votre manière de voir le monde. Ces expériences sous vos métiers, vos passions également. Peut-être pour commencer, une vidéo aussi de Claudie Aigneret lors de notre entretien qui nous a un petit peu, elle, exposé sa vision des choses et sa vision de l'avenir. Je vous propose de l'écouter. Je crois qu'une chose importante, c'est d'avoir confiance en soi, déjà, sur le plan individuel. Et la confiance en soi, elle passe par le fait qu'on apprend à chaque instant, qu'on se forme. Et puis, bien sûr, cette confiance en l'autre, le respect. On a évoqué la diversité tout à l'heure, et il y a un élément de diversité qui me paraît essentiel dans ce 21e siècle, c'est aussi celle entre les générations. Donc la confiance, effectivement, elle est importante parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait aucun grand projet qui puisse se réaliser seul. Il faut le faire, accompagner. On se sent en confiance quand on sait qu'on peut à la fois avoir un regard bienveillant des autres vis-à-vis de vous, et puis que vous pouvez déléguer votre confiance pour réaliser des tâches. On n'est jamais omnipotent, quels que soient ses talents. Il y a même une diversité supplémentaire aujourd'hui qui est celle d'une intelligence auxiliaire qui va nous aider à prendre des décisions parce qu'il y a des masses d'informations et parce qu'on a besoin aussi d'avoir une analyse de données très très importantes pour en faire de la connaissance et pour pouvoir ensuite la transmettre, donner la possibilité à chacun, je dirais, d'être empowered, d'avoir de la puissance à partir de la transmission et de la connaissance. On parle souvent cette planète et notre vaisseau spatial. La planète est un peu notre vaisseau spatial dans ce cosmos infini. Et il faut donc pouvoir agir par rapport à ces enjeux. Et ces enjeux, beaucoup des solutions viendront de ce que la science, de ce que l'ingénierie pourra nous permettre d'apporter pour résoudre les défis. Mais encore faut-il avoir confiance dans cette puissance que la science nous donne aujourd'hui. Donc l'exercer avec éthique, responsabilité, une éthique de l'action, je dirais, et pas une précaution par rapport à des choses qu'on ne connaîtrait pas dans la boîte noire. Il faut entrer dans la boîte noire pour pouvoir, en confiance, utiliser les outils pour être des acteurs. L'Agence spatiale européenne, elle est intéressante parce que non seulement elle observe, mais elle commence à proposer des solutions qu'elle passe de faire connaître. Alors, Isabelle, vous êtes, je dirais, la partie plus terre-à-terre de l'Agence spatiale européenne. Vous êtes en charge des relations des 22 États quand même qui forment l'Agence spatiale européenne. Et vous êtes en charge de la coordination de la réponse aux grands défis que pose la Terre, l'humanité au sens large. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, concrètement, et ce qui d'ailleurs doit générer aussi, j'imagine, une certaine forme de gouvernance assez nouvelle, comment concrètement l'Agence spatiale européenne a réussi à
mettre en scène plusieurs thèmes d'intervention suite aux recherches qui ont eu lieu plus qu'en altitude, hors de l'atmosphère. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, une petite histoire. Je ne l'ai pas racontée à Christian pour il faut qu'il apprenne des choses aussi. L'histoire de deux planètes. Une planète avec les mers bleues, les terres vertes, en bonne santé, tout va bien. Et puis une planète toute grise, marronasse, enfin vraiment pas en bonne santé. Alors la grosse planète, toute belle, demande à la petite planète qu'est-ce qui t'est arrivé. Et l'autre planète dit j'ai attrapé un virus, un mauvais virus, l'Homo sapiens. Et la grosse planète dit t'en fais pas, ça dure pas longtemps. Donc pour essayer d'éviter cette situation, et cette histoire a été racontée par mon directeur général il y a 3 semaines, donc c'est une histoire officielle, je dirais. En fait, depuis toujours, les satellites qu'on développe ou les applications, les technologies sont utilisés. C'est pas uniquement pour utiliser de l'argent public qu'on fabrique des satellites et qu'on les met en orbite. Ce qui manquait, ce sur quoi on travaille de plus en plus maintenant, c'est d'essayer de mieux faire comprendre à quoi ils sont utiles de façon à ce que des utilisateurs potentiels puissent les utiliser. Alors, qui d'entre vous, si j'arrive à voir, connaît ce graphique-là, ce tableau? Ouais, moins de la moitié, hein. Ce sont les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies, donc par 180 et quelques États en septembre 2015. Le symbole ici, c'est ce que j'ai, la roue du développement, donc avec les 17 couleurs. Ce sont des objectifs que se sont fixés les États à atteindre en 2030. 2030, ils veulent qu'il n'y ait plus de pauvreté sur Terre, c'est-à-dire que quel que soit l'État, aucune personne vive avec moins de 1,25 $ par jour. Alors évidemment, il y a des sous-objectifs qui définissent des chiffres différents selon les pays. 1,25 $ par jour en France, on est vraiment très en dessous. Donc ces 17 objectifs-là, il y a des indicateurs, il y a des cibles à atteindre de réduction de taux de mortalité, d'accès au système de santé, de développement économique, etc. Depuis qu'ils ont été publiés, on a décidé de faire une cartographie des projets spatiaux et des applications spatiales et des technologies qui peuvent répondre et permettre soit de mesurer les indicateurs qui ont été définis, c'est-à-dire de connaître l'état de développement, l'état d'avancement de notre planète, soit d'apporter des solutions. Et on a des exemples pour les 17 objectifs. Et on a créé un catalogue accessible à tout le monde, en anglais, hein, bon, désolé, il faudra que vous fassiez un peu d'effort pour certains, qui donne déjà plus de 300 exemples et qui essaye de vous aider à trouver des solutions qui peuvent être pour votre propre gouvernance, pour les projets, les applications, les services que vous développez, qui peut être pour votre vie de tous les jours et dans tous les domaines. On peut donner 1 ou 2 exemples, justement, on a parlé de la pauvreté plus concrètement. Alors par exemple, concernant la pauvreté, un petit exemple, aider à développer, fournir des systèmes bancaires. Quand vous êtes dans un village perdu sans infrastructure, le développement d'une économie, le développement des échanges bancaires, si vous n'avez pas de système bancaire, donc installer des satellites, utiliser les satellites de télécommunication pour pouvoir mettre en place des échanges bancaires, ça permet à des petites entreprises de se créer et d'être capables d'échanger. En parlant d'exemple, je reviens aussi à vous, Hervé. Je vous ai présenté comme étant en agriculture connectée, puisque vous faites vraiment le lien entre l'agriculture et le numérique. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner des exemples concrets de la manière dont le numérique, à travers les applications spatiales ou les drones ou les capteurs sol, est entré dans la vie de l'agriculteur et change la manière de produire sur nos terres? Est entré, c'est beaucoup dire. Est en train d'entrer, commence à entrer dans la vie des agriculteurs. Les enjeux sont considérables. Le cœur du métier de l'agriculteur, qui est un métier nouveau en tant qu'économie, si on peut dire, parce que on est passé d'une agriculture autarcique à une agriculture de production industrielle. Pour moi, c'est un mot noble, industriel, en quelques décennies. Et ça devra continuer. Pourquoi ça devra continuer? Parce que la répartition de la population sur la planète est en totale inadéquation avec les capacités de production. Donc oui, il faudra consommer local là où on a la chance de pouvoir produire local, mais pensons qu'il y a des populations qui ne pourront jamais
et avoir l'autosuffisance alimentaire. Donc à partir de là, nous, on se doit d'avoir des moyens de production qui demain devront être plus propres. Mais heureusement qu'on a utilisé certains moyens jusque-là pour avoir cette autosuffisance alimentaire. Mais pourquoi on les utilisera plus? Non pas qu'ils sont sales, mais surtout parce qu'on les aura plus. Et le numérique va nous aider. Pourquoi il va nous aider? Parce que on va passer d'une agriculture intensive en utilisation d'intrants à une agriculture encore plus intensive. Ça, il faut bien l'intégrer, en utilisation de connaissances. On n'a sûrement pas utilisé 1% de la connaissance que la nature est capable de nous donner. Monsieur a parlé tout à l'heure de toutes ces connaissances qu'il y a. Je suis jamais allé en Amazonie, je suis jamais allé dans ces régions-là, mais elles me fascinent. Le travail qu'ont fait les chamans depuis des centaines d'années est absolument fabuleux. On n'a pas réussi encore à agréger ces éléments-là qui vont pouvoir nous servir. Et ce n'est qu'un exemple. Il y en a des quantités comme ça. Donc c'est à travers ça et à travers l'imagerie, effectivement, qu'on pourra avoir, qu'on va y arriver. Demain, c'est 10 milliards de personnes à nourrir. Pour vous donner juste un élément de cette inadéquation de la répartition. Actuellement, la moitié de la population de la planète est dans un cercle qui va du Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. 3 milliards 600 millions d'habitants sur les 7 et quelques qu'on est. En 2050, ils sont 5 milliards 5. L'Afrique passe d'1 milliard à 2 milliards 5. Et sur cette population répartie entre Tokyo et Lagos, les 2 tiers, voire 70% sont dans des villes, dont la moitié dans des bidonvilles. C'est ça l'enjeu, demain, de l'homme sur la planète. Alors, les préoccupations de nous, bons petits bourgeois, bien enquistés, je le dis tel que je le vois, mais je me mets dedans, dans nos pays occidentaux, aura peu d'importance par rapport à ce qui pourra se faire ailleurs. Et l'enjeu de l'agriculture qu'on aura, de nourrir, mais également de produire d'autres externalités, se situe là. Et du coup, une question peut-être, mais comment, justement, dans les pays en voie de développement, donc qui ont le plus besoin, est-ce que le numérique a un sens dans ces pays-là aussi? Totalement. Je dirais qu'il en a encore plus que chez nous. Ils ont un énorme... Depuis quelque temps, je travaille beaucoup sur l'Afrique. L'Afrique est en train de faire ce que certains qualifient de leapfrogging, d'un saut de grenouille extraordinaire. Passant de méthodes traditionnelles où il n'y a même pas la charrue, où on travaille à la main, où on fait travailler les femmes à la main surtout, et à l'usage du numérique d'abord pour la bancarisation, après pour apporter les techniques, aussi pour vendre. Le taux d'utilisation des téléphones portables de façon professionnelle pour les agriculteurs en Afrique est bien supérieur à celui qui est chez nous. Alors c'est des choses très rudimentaires. Quand je parle de numérique en agriculture, c'est pas des choses clinquantes, qu'il y en a, et on en a besoin aussi, mais c'est des choses souvent très rudimentaires qui vont permettre à ces agriculteurs-là, je les avais en France pour partie la semaine dernière, ils m'en apprennent toujours de façon extraordinaire, une jeunesse extraordinaire qui construit sa propre agriculture de demain. Nous ne serons que des passeurs pour les aider à le faire. Et on a commencé à travailler, on va travailler avec les technologies du spatial, mais aussi celles qui sont plus près de la Terre, et lier le rudiment du travail du sol avec ces outils-là est quelque chose qui est très ouvert. Et ils vont aller beaucoup plus vite que nous parce qu'ils n'ont pas les a priori que nous peut avoir de changer d'une façon de fonctionner à une autre. Alors, ce que vous dites, Hervé, on peut le comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des applications locales, mais aussi, finalement, une perception internationale. On est tous, finalement, des petits éléments de cette planète. Ça prouve et ça pose le problème de la gouvernance. On ne peut plus réfléchir seul dans son coin et il y a suffisamment d'éléments technologiques pour y arriver. Alors, cette gouvernance, Michel, avec le programme ITER et ces pays qui sont, quand on regarde l'image politique, des fois opposés, ont réussi à s'entendre pour mettre en place ce programme extraordinaire sur la fission nucléaire. Quels sont les impacts environnementaux de ce projet? Et je dirais 2, comment faites-vous pour mettre ensemble et avoir une bonne gouvernance, c'est le cas de le dire, entre Russes, Asiatiques, Américains, Européens? Oui, vaste question. La coopération scientifique est internationale depuis des siècles. Les scientifiques voyagent, échangent, etc. Et en 1985, quelques visionnaires ont réussi à convaincre Ronald Reagan, le président des États-Unis à l'époque, et Mikhail Gorbatchev, secrétaire de l'Union soviétique, de lancer justement une grande coopération internationale pour développer
cette source d'énergie qu'est la fusion. Ils étaient conscients, à cette époque, donc il y a plus de 30 ans, qu'un pays à lui seul, même les États-Unis ou l'Union soviétique, n'y arriverait pas. Il fallait vraiment mettre ensemble plusieurs pays, pas seulement pour des raisons financières, c'est aussi parce que les talents, les compétences sont distribués, et travailler à la construction de cette nouvelle technologie. Donc voilà, cela s'est mis en place, ça a été laborieux, évidemment, c'est compliqué. Alors faire travailler en effet des pays comme l'Union soviétique, l'Europe, les États-Unis, la Chine et le Japon, qui ont des tensions par ailleurs, c'est pas évident. Mais cela se passe bien dans le cadre de ce projet. Il n'y a pas eu d'incidence politique majeure, en fait, depuis 30 ans. Les difficultés sont financières, sont techniques, scientifiques, etc. Et puis maintenant, en plus, ils ont poussé la logique à l'extrême, puisqu'ils ont demandé à tous ces pays de fabriquer des parties de la machine. Alors des aimants sont fabriqués au Japon, d'autres sont fabriqués en Europe, des parties de l'enceinte à vide en Corée, etc. Et au final, toutes ces pièces vont arriver en France, à Aix-en-Provence, ici, et être assemblées. Mais tout doit s'adapter. Donc les spécifications techniques sont ultra rigoureuses pour permettre justement la compatibilité. Donc c'est compliqué. Maintenant, la complexité est plus industrielle que scientifique, puisque à peu près 2000 entreprises du monde entier fabriquent cette machine et envoient progressivement leurs pièces. Vous avez peut-être vu des photos par bateau jusqu'à Fos-sur-Mer, et ensuite les pièces sont transportées. Donc, faire travailler toutes ces industries, c'est compliqué. C'est aussi 35 cultures qui travaillent ensemble. Lorsque j'ai été recruté à ITER, le directeur général, dans une interview donc en anglais, et qui était japonais à l'époque, il m'a demandé « Ok, vous êtes belge, donc vous parlez belge, mais est-ce que vous parlez le français aussi ?» Donc, oui, j'ai expliqué. Donc voilà, c'est ma langue maternelle quand même. Enfin, voilà. Et ça, c'est la multiculturalité du projet qui est fascinante, et on apprend tous des uns et des autres, mais dans la pratique, c'est aussi très compliqué. Et on revient justement sur l'idée de diversité et de confiance qu'abordait Claudie Aigneret. À vous écouter, Michel, Hervé, Isabelle, vous voyez vraiment la technologie comme une variable essentielle de notre futur pour mieux vivre ensemble et se reconnecter à la Terre. Et du coup, il y a une question qui me brûle les lèvres pour vous, Éric. Quel regard portent les Kogi justement sur nos sociétés, comme dit Hervé, de petits bourgeois industrialisés et où on parle que de numérique, d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voyez l'avenir? Voilà, quelle est votre vision sur ce sujet-là? Ces Indiens qui ont survécu 4000 ans, là où on se pose la question de notre survie, au bout, si on prend une référence christique de 2000 ans, nous appellent les petits frères. Et c'est comme s'ils nous renvoyaient la question de nous dire « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On a tous entendu cette phrase. Donc est-ce qu'on a la capacité de penser ce qu'il se passe? Et du coup, ça nous interroge sur quelle est la grille de lecture qui nous fait agir. On agit toujours au nom de croyances qu'on ignore. Et là, on est confronté, à mon avis, non pas à un aménagement de notre système. Développement durable, c'est faire de la même chose dans le temps. Décroissance, c'est un autre modèle qu'on entend, c'est faire de la même chose moins. Développement vert, c'est toujours faire de la même chose, mais en mettant du vert. On sait très bien que ces trois modèles-là n'ont pas d'avenir. Donc on est confronté à quelque chose de magnifique pour l'humain, qui est inventer un autre modèle. Et pour moi, l'autre modèle passe par des choses qu'enseignent les Kogi. Ils enseignent aux Kogi que c'est pas « je pense, donc je suis », mais c'est « tu es, donc je suis ». Par exemple, je tiendrais ces propos dehors, tout seul, dans la rue. On m'informerait, on me conseillerait d'aller voir un bon médecin en me disant que je soliloque. Je tiens ces propos ici devant vous. Vous avez la gentillesse de me donner l'impression de m'écouter. Donc c'est le contexte qui fait la situation. Et ils apprennent à leurs enfants à vivre en paix joyeuse ensemble. Vous savez ce qui se passe dans nos collèges et dans nos écoles? C'est pas vraiment ça qu'on apprend. On a des valeurs inscrites sur nos collèges et nos communes, liberté, égalité, fraternité. Je serais déjà curieux de voir comment les vivre. Donc, en fait, c'est une question de changement de regard, comme l'évoquait Marcel Proust, l'homme à la Madeleine. Va-t-on être capable de solliciter le meilleur chez nous pour faire émerger ce que nous ne connaissons pas encore?
qui aura sûrement sa place de technologie. C'est même plus la question. La technologie sera au service. Je terminerai juste par une dernière chose, puisque je crois qu'on parle de gouvernance et qu'on s'adresse à des jeunes. Les COGI ont des difficultés, comme tout le monde, mais ils ont quelques valeurs fortes. Et je pense que c'est ça qui nous ouvrira vers le futur. De l'imaginaire. On a besoin de faire appel à nos idées. Les jeunes en ont plein. Il faut les accueillir, il ne faut pas en avoir peur. De la confiance. On peut essayer, puis on va se tromper, puis on va repartir. De la joie, parce que quand même, la vie est belle. Elle est parfois difficile, mais elle est aussi jolie. Donc autant être dans la joie. Voilà. J'avais envie de vous partager que ces Indiens COGI, au fin fond de leur forêt, avec rien dans les mains, absolument rien, si ce n'est des valeurs, ont reforesté 2000 hectares de forêt. Et il discutait il n'y avait pas longtemps avec Thomas Pasquet, qui est lui aussi parti dans l'espace, et il lui demandait comment se fait-il qu'avec toute ta technologie et tes outils, vous n'arriviez pas à remettre 3 arbres sur la Terre. Vous anticipez presque sur la conclusion, parce qu'en fait, parce qu'on parle à des jeunes, on parle à tout le monde à l'avenir, quoi qu'il arrive, et on va vous demander quel est le message justement que vous voudriez adresser à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Vous en avez donné déjà une première approche et vous verrez qu'entre effectivement les COGI et l'espace, et vous avez pourtant cité Pasquet, il y a vraiment des troncs communs. Je vais vous demander par exemple, Laurence, vous, quel est le message que vous aimeriez faire passer à tous ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? C'est difficile de prendre la suite des mots d'Éric, je pense qu'il résume quelque chose de vraiment fondamental, en tout cas qui résonne en moi comme quelque chose de tellement vrai et tellement fort. Si je reprends mon expérience, si j'ai pu dépasser les limites du possible et de l'imaginable, c'est en prenant conscience qu'il fallait que je me libère de tout ce que je croyais savoir et de ce que j'avais appris pour apprendre du milieu qui m'entourait, dont personne ne savait grand-chose. Et juste pour vous donner un petit exemple, quand vous êtes à moins 50, moins 60, exposé en plein vent, tirant un traîneau qui fait 150 kilos, vous avez l'impression que en fait, votre survie consiste à vous protéger, à vous faire une sorte de carapace pour pouvoir lutter contre les éléments que vous pensez être complètement destructeurs. Et en fin de compte, pas après pas, mais mètre après mètre, j'ai compris que c'était en me libérant de toute cette protection, en me plongeant en fait avec confiance dans ces éléments qui a priori ne voulaient pas des moi, mais a fini par m'accepter, que j'ai compris, que j'ai développé un 6e, un 7e sens, et que j'ai pu finalement m'intégrer à une nature qui n'est pas faite pour l'homme, mais qui, dans le fond, vous apporte tellement. Hervé, de la même manière, quel message voulez-vous nous transmettre pour qu'on prenne dans nos bagages, pour les jeunes agriculteurs ou non d'ailleurs, également? C'est encore plus dur pour moi, parce que ce sera plus dur pour vous. Je pense que c'est faire. Vous savez, j'ai un métier que les gens ont redécouvert depuis 15 ans. Les gens ignoraient ce qu'ils avaient dans leur assiette, ils s'en foutaient, ils mangeaient, j'ai bien. Les gens se sont réappropriés leur alimentation et c'est bien. Par contre, tout le monde a une opinion sur la façon de le faire. Elle est forcément la bonne parce que quand on redécouvre, c'est celle-là. Je vais vous dire de façon un peu brutale, j'ai pas besoin qu'on me dise comment faire, j'ai besoin qu'on vienne faire avec moi. Et là, toutes les bonnes volontés seront venues. L'action. Pas dire comment, mais faire. Isabelle, de votre côté ? Faire avec lui, hein. On a commencé à discuter avant la table ronde et on a trouvé des choses intéressantes. Ce que je dirais, nous, on est sur la technologie, donc clairement pas l'approche COGI haute, mais la technologie au service. C'est-à-dire les technologies, le spatial sont des outils. Ce sont des outils au service, des outils qui apportent des solutions, qui peuvent en apporter. Il faut juste qu'on arrive à trouver les bonnes interfaces pour vous expliquer ce qu'il y a dans les 17 domaines, pour que vous nous expliquiez de quoi vous avez besoin. Ça existe ou ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, on peut l'étudier pour le futur. Mais se dire que l'aide spatiale, dans certains cas, si vous n'avez pas le spatial, vous ne savez plus faire aujourd'hui. Dans d'autres cas, si vous n'avez pas le spatial, vous faites moins bien. Et se dire, voilà, ce sont des technologies au service. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est comprendre quels sont vos besoins et comprendre comment on peut vous aider. Michel, vous, alors c'est vraiment une perception sur l'avenir parce que ITER, c'est encore un projet. Les premières espérances, c'est pour 2050. Alors, c'est un vrai message d'avenir que vous avez entre les mains. 2025. Mais oui, le message, je pense, est que, on peut travailler ensemble à 35 pays pour apporter, on l'espère, une contribution
positive, pacifique. La technologie de fusion, si elle réussit, elle est propre. 1 gramme d'hydrogène, hein, c'est très peu. Elle est sûre. Il n'y a pas de réaction en chaîne, donc pas d'explosion possible. Et elle n'a pas d'impact sur le climat. Donc ceci est très, très positif. Et je pense quand même que ceci ne doit pas nous empêcher à réfléchir à d'autres approches, un non technologique. L'avenir ne sera pas uniquement technologique. Il faut aussi repenser notre relation avec le monde, les matières premières et l'énergie. C'est là où on voit finalement l'importance de lier l'humain avec l'évolution, on l'a vu dans différents domaines, et c'est peut-être le message de fin que nous offre Claudie Aigneret. Écoutez. Vivez le présent au réel, c'est-à-dire le vivre avec tous ceux qui vous entourent, et pas simplement en restant enfermé dans une communauté ou des interactions très 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 proches. Et ça, c'est un message de diversité, c'est un message de curiosité, c'est un message de désir d'aller devant et appuyer sur des socles forts qui sont notre culture et toutes les vertus de l'humanisme, parce que c'est l'humain qu'il faut garder au cœur de tout ça. Et ben voilà, vous êtes les humains d'aujourd'hui et de demain. Avant de conclure, last but not least, Éric, quel est également votre message, j'imagine, et celui des Kogi que vous vouliez transmettre aujourd'hui? Il va être court. Les Kogi appellent la Terre la mère Terre et ils mettent la dimension féminine au cœur de leur société. Je pense que cette dimension féminine doit reprendre sa place. Il est important qu'on retrouve de l'équilibre. Et alors, petits princes et petites princesses, soyez ce que vous devez être. C'est très beau. Je propose de terminer sur ces mots. Il me semble qu'on a une entracte. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Merci à vous d'y avoir participé avec votre expérience. Nous avons maintenant un entracte de 15 minutes. À tout de suite.